Imaginez une île battue par les vents violents des 50e hurlants dans le sud de l'Atlantique et des hommes naviguant à la recherche de terre pour en prendre possession au nom de leur pays. C'est dans ces conditions de navigation dantesques que le marchand britannique Anthony de la Rochée aperçoit le premier la future Géorgie du Sud qu'il nomme Île Rocher. Nous sommes en 1675 et la Géorgie du Sud ne sert encore que d'abri aux marins malmenés par les flots déchaînés de cette région océanique. La Géorgie du Sud est longue de 170 km pour une largeur de 40 km. En forme de croissant, elle offre encore un abri à l'espagnol Gregorio Gérez le 29 juin 1756, mais il ne s'y attarde pas. L'île est à moitié recouverte de glaciers sur de très hautes chaînes de montagnes et son austérité rebute les marins. En 1775, James Cook aborde cette île et l'explore. Il y découvre une grande richesse animalière et attire sur ses côtes des phoquiers qui vont décimer une bonne partie des otaries à fourrure dès 1780. Cette chasse intensive va durer pendant tout le 19e siècle, si bien qu'en 1886, un rapport fait état de l'absence de phoques sur l'île. À ce jour, la population de phoques s'est heureusement reconstituée. À l'aube du XXe siècle, la Géorgie du Sud suscite l'intérêt des baleiniers. L'île est idéalement située pour accueillir une station baleinière qui voit le jour en 1904. Le Norvégien Carl Anton Larsen a tout de même négocié pendant 10 ans avant d'obtenir un accord avec le Royaume-Uni. Il s'installe à Grytviken avec 3 bateaux et commence ses saisons de chasse à la baleine. Le nom de Grytviken vient d'un mot suédois signifiant « baie des pots », en référence aux pots utilisés pour transporter la graisse de phoque. En 1908, Grytviken compte 17 maisons et 160 travailleurs. Cette station baleinière n'arrêtera ses activités qu'en 1965. Une sacrée longévité. La station baleinière se dote d'un chemin de fer à voie étroite exploité par la Compagnia Argentina de Pesca dès 1912. Toujours au début du XXe siècle, une loi interdisait la consommation d'alcool dans les ports baleiniers. À Grytviken, des marins ont outrepassé cette loi en fabriquant leur propre alambic qui est désormais exposé au musée de Géorgie du Sud. Un grand explorateur anglais est associé à la Géorgie du Sud. En 1914, Ernest Shackleton réalise un exploit. Son bateau, l'Endurance, est naufragé dans les Shetland du Sud au nord de l'Antarctique. Le marin laisse son équipage et part chercher de l'aide. Shackleton prépare un des 3 canaux de sauvetage récupérés sur l'Endurance pour traverser l'océan Austral jusqu'en Géorgie du Sud. Il mettra 16 jours à rallier l'île de l'Éléphant dans les Shetland du Sud à la Géorgie du Sud. Il aborde enfin le côté ouest de l'île alors que les secours éventuels se trouvent à la station baleinière de Stromness sur le côté est de l'île. Avec un courage héroïque et avec ses 2 hommes, l'explorateur traverse les montagnes de la Géorgie du Sud en 36 heures pour atteindre Stromness et demander de l'aide. Tout l'équipage de l'Endurance sera sauvé au Shetland du Sud. Lors de sa mort, 8 ans plus tard, en 1922, Shackleton sera enterré au cimetière de Grytviken et c'est le chemin de fer de la station baleinière qui transportera sa dépouille jusqu'à sa dernière demeure. Grytviken se développe comme une vraie petite ville qui possède son cinéma et un pasteur officie dans l'église du village jusqu'en 1931. Mais les stations baleinières vivent leurs dernières années quand un chasseur norvégien invente les navires-usines permettant de traiter directement l'animal sur le bateau et non plus à terre. Les stations baleinières sud de la Géorgie du Sud ferment les unes après les autres et il n'en reste que 2, Grytviken et Leith Harbour. Mais la Seconde Guerre mondiale vient modifier cette disparition progressive car l'huile de baleine ainsi que d'autres éléments sont utilisés pour fabriquer des explosifs. On assiste à une guerre entre navires allemands et baleiniers dans les eaux antarctiques, bien loin de l'Europe et du théâtre des opérations. La flotte allemande a ordre de détruire les baleiniers ennemis et la Géorgie du Sud a le droit à une défense britannique face à la puissance allemande. Des défenses militaires sont construites sur l'île. La Seconde Guerre mondiale terminée, la demande en produits baleiniers explose en Europe et la chasse reprend, même si la Commission baleinière internationale, la CBI, créée en 1946, cherche à limiter les prix autorisés. Sans succès. Comment une terre si éloignée de tout a connu une si vaste histoire? Comment imaginer un si grand intérêt pour la Géorgie du Sud qui sert même de prologue à la guerre des Malouines en 1982? Car le 19 mars 1982, l'Argentin Constantino Davidoff obtient un mandat pour nettoyer la ferraille dans plusieurs anciennes stations baleinières, mais il profite de sa mission pour annexer la Géorgie du Sud, île revendiquée par l'Argentine comme celle des Malouines plus à l'ouest. Le 2 avril, l'Argentine envahit les îles Malouines. Et le 3 avril, les navires argentins, le Bahia Buen Sucesso et le Guerrico, accostent la Géorgie du Sud avec 200 soldats, ne laissant aucune chance aux 22 soldats anglais sur place à Grytviken.
3 semaines plus tard, les forces anglaises reprennent la Géorgie du Sud aux Argentins. La paix s'est durablement installée en Géorgie du Sud depuis cet événement militaire. De nos jours, la Géorgie du Sud compte 27 habitants permanents en hiver et 205 l'été. 2 de ces habitants permanents sont les gardiens du musée de l'île. Tim et Pauline Carr se sont installés sur Grytviken en 1990. L'électricité est produite par des turbines et des génératrices au diesel et la plupart des fournitures arrivent par bateau car l'île ne possède aucune piste d'atterrissage. Le reste des 27 habitants permanents sont les scientifiques de la station de King Edward Point où se trouve également la poste, un hôtel et un bureau de douane. Et c'est la Royal Air Force qui parachute le courrier au-dessus de la baie. Curieuse vie pour ces habitants du bout du monde qui sont distraits périodiquement par l'arrivée de bateaux de croisière venus voir les vestiges d'un temps ancien où les stations baleinières occupaient des îles austères et apportaient vie et mort dans les régions australes.